pénale. Aux États-Unis comme en France, ce sont aussi des politiques de contrôle des classes populaires. Ce sont aussi des politiques de criminalisation des classes populaires. Et ce sont des politiques qui ont une visée qui n'est pas qu'une visée pénale, qui justifie le déploiement de forces, de moyens, de dispositifs et le déploiement de budget qui vise un certain nombre de populations plus qu'une autre. La preuve, je vous ai parlé de la différence entre les usagers et les condamnés, les usagers déclarés et les condamnés. S'il n'y avait pas de ciblage social, territorial, etc., eh ben, les classes moyennes et supérieures seraient plus condamnées que les classes populaires pour usage de stupéfiants. C'est pas le cas. Donc il y a une vraie réflexion à avoir à tous ces niveaux-là. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut réussir à faire, c'est de manière très pragmatique, c'est de prévenir au maximum que les jeunes rentrent dans cette machine à broyer. C'est une machine à broyer. Même si c'est nos amis qui vendent, et moi j'ai des amis qui vendent, et je ne renie pas mes amis. Mes amis, c'est mes amis. Même si je suis en désaccord avec ce qu'ils font, je ne renie pas mes amis. On a grandi ensemble, ils font des choses qui ne me plaisent pas, je ne renie pas mes amis. Donc je préfère leur parler, aller au débat dans la confrontation, etc. Mais la manière dont ils utilisent les jeunes de leurs voisins, etc., pose débat et devrait faire en sorte que les gens, localement, se mobilisent. Au moins pour porter la discussion, parce que c'est pas possible, parce que c'est, in fine, c'est les jeunes qui vont rentrer dans cette machine à broyer, qui vont aller en maison d'arrêt, en détention provisoire, avec un casier et toutes les portes que ça va leur fermer. Et même ceux qui sont à haut niveau, même ceux qu'on appelle les grosses têtes, on est dans le milieu des STIP, c'est le milieu où il y a le plus d'informateurs. Le milieu des STIP, c'est le milieu où il y a le plus d'informateurs. Donc c'est impossible. À partir d'un certain niveau, il est impossible de durer à un haut niveau, soit sans se faire balancer, aller en détention pendant très longtemps, soit en travaillant avec les forces de police. Et c'est la même chose qui se passe au procès d'El Chapo. Le Chapo, qui témoigne au procès d'El Chapo? Les frères Cifuentes, pas son fils. Les frères Cifuentes, qui étaient à la tête d'un cartel en Colombie, qui étaient associés avec El Chapo, qui récupéraient aussi beaucoup de l'argent, des centaines de milliers de dollars chaque semaine qu'ils leur envoyaient des États-Unis, du Canada vers la Colombie. C'était ses plus proches associés. C'est le fils de Ismaël Zambada, Mario Zambada. Zambada et El Chapo, c'est les deux têtes du cartel de Sinaloa. Donc le fils du deuxième, il témoigne contre El Chapo, son ancienne maîtresse, celui qui a monté son système de crypto-communication pour avoir un système de communication interne. C'est-à-dire que les fédéraux américains, les DEA et les FBI, ils ont réussi à retourner, avec la force de frappe qui est la leur, des personnes qui étaient très haut placées dans le cartel et dans le fonctionnement de l'importation et l'exportation du trafic. On a l'exemple aussi avec Sofiane Ambly. Il y a le cas de Sofiane Ambly en France qui a reconnu lui-même au tribunal qu'il travaillait pour François Thierry, le patron de l'Octrice, mais il y a plein de petits Ambly partout, dans toutes les villes. C'est ça que je veux dire. Et en fait, ça a toujours été comme ça. C'est pas nouveau. C'est juste qu'à un moment donné, les moyens des forces de police sont ce qu'ils sont, et c'est très compliqué. Objectivement, c'est très compliqué. Et ça, c'est des personnes qui ont été à très haut niveau, qui ont gagné des millions d'euros, qui te le disent en entretien. C'est un milieu qui est juste mais vérolé par les informateurs. Il y a d'autres milieux criminels, où c'est beaucoup moins, comment dire, où la police peut moins pénétrer, clairement, ou bien d'autres milieux où pour celui qui collabore, c'est la mort immédiate. Dans les milieux stupéfiants, c'est pas aussi radical que ça. C'est pas les gens dont on soupçonne mais les gens pardonnent, font affaire, voire même vont retravailler avec eux parce que ça les arrange à un moment donné. C'est pas du tout le même univers. Je sais que j'ai pas répondu de manière parfaite à votre question, mais je ne suis pas celui qui apporte des solutions. Moi, déjà, ce que j'essaie de faire, c'est d'analyser les choses en profondeur, sans caricature, pour montrer comment les choses fonctionnent. Après, c'est à vous, les acteurs de terrain, les forces vives, etc., d'imaginer les solutions, que ce soit pour les questions d'échec scolaire ou des questions de prévention, d'implication dans le trafic, etc. Okay, d'avoir des règles et de faire voter des lois ou des règlements qui servent les intérêts d'un groupe en question, mais pas ceux des autres. Donc, et c'est à distinguer, c'est radicalement différent de la communauté. La communauté, c'est juste des personnes qui ont une histoire, une culture, une langue ou une expérience commune et qui se regroupent sur la base de cette expérience commune. La communauté, c'est un phénomène banal.
dans toutes les sociétés. Et dans l'histoire française, c'est un phénomène banal. La vie sociale, elle est basée sur l'homogamie. L'homogamie, c'est quoi? C'est quand les personnes se ressemblent, s'assemblent. Donc, les gens qui se marient, généralement, sont proches, socialement, économiquement, etc. Il y a un taux d'homogamie dans les mariages. Et puis, il y a des groupes qui ont des taux d'hétérogamie. Ça veut dire qu'ils vont chercher un conjoint dans un groupe qui est très différent du leur. Mais la règle, c'est l'homogamie. C'est dans toutes les sociétés que ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de société où des gens tous différents se fréquentent, se marient et vivent ensemble. Non. Il y a des stratégies de groupe, etc. Donc, aujourd'hui, dans une ville, vous pouvez retrouver des logiques communautaristes, de ségrégation, de nouvelle distance, de repli. Mais ceux qui sont visés par l'accusation de communautarisme dans le débat public, dans le débat politique, sont généralement des groupes militants associatifs qui peuvent être organisés sur la base de leurs conditions. Il est normal que la lutte contre la négrophobie, elle repose d'abord sur les personnes noires en France. Même s'ils peuvent être alliés à d'autres personnes, c'est les principaux concernés par ce phénomène-là, c'est les principaux motivés, objectivement, ils sont plus intéressés parce que c'est les premières cibles de ce phénomène-là. Ils peuvent avoir des alliés, même dans leur groupe, des personnes qui ne sont pas noires de peau, mais qui s'allient à eux. Je prends cet exemple-là, j'aurais pu prendre l'antisémitisme, l'homophobie, l'islamophobie, ce que vous voulez. Ce n'est pas le problème. Et donc, une partie de ces groupes, pas tous, qui portent des revendications collectives qui sont des revendications d'égalité. La lutte contre la négrophobie, ou l'islamophobie, ou l'antisémitisme, c'est des revendications d'égalité. Ce n'est pas des demandes particulières, c'est des revendications d'égalité. Mais comme ils dérangent dans le débat public, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils mettent en avant, pour ce qu'ils dévoilent, pour la portée critique de leurs propos, parce qu'ils ne rentrent pas dans le rang, parce qu'on est dans un champ politique où il faut être très conforme à un standard et pas dépasser certaines limites, et bien à partir du moment où il pose problème et qu'il commence à gêner, là on va pouvoir retrouver l'accusation de communautarisme. Les premiers à avoir subi cette accusation il y a quelques années, c'était des mouvements LGBT. Aujourd'hui, ils sont globalement pas les homosexuels, les LGBT en tant que personnes ne sont pas forcément légitimes, loin de là dans toute la société. Mais les mouvements sont devenus légitimes dans le débat public. Leurs revendications sont devenues légitimes, donc ils sont beaucoup moins accusés d'islamophobie. Les groupes les moins de communautarisme, les groupes les moins légitimes, les mobilisations les moins légitimes sont accusés aujourd'hui dans le débat public de communautarisme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a regardé les groupes qui étaient accusés, ce qu'ils faisaient concrètement, il n'y avait pas de demande particulière. Et je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Prenons Sarcelles. Prenons Sarcelles. Imaginons qu'il y a toutes les communautés à Sarcelles, donc ça va être... je vais essayer un groupe qui n'existe peut-être pas. Imaginons qu'il y a une communauté ouzbek. Il y a des Ouzbeks à voilà. Lapone, la Laponie. Ça va me dire qu'il y en a aussi. Des Lapons. Des Lapons se mobilisent à Sarcelles. D'accord? Ils se mobilisent parce qu'ils veulent un quartier Lapon, un centre culturel Lapon, ils veulent que personne fréquente, traverse. Non, juste ils se mobilisent, ils en ont marre de la laponophobie à Sarcelles. Imaginons. Et donc ils se mobilisent pour l'égalité, pour avoir des droits, avoir le droit de fonctionner correctement, comme les autres communautés qui sont établies. Il y a de fortes chances que si, à un moment donné, ce groupe-là critique fort le pouvoir politique en place, etc., et qu'il y a une dimension électorale qui arrive, il y a de fortes chances qu'ils soient disqualifiés et que leur communautarisme présumé soit mis en avant. Il y a de fortes chances, c'est ce qui se passe pour d'autres personnes ailleurs. A l'inverse, prenons les classes supérieures de Sarcelles, les classes supérieures. Imaginons qu'elles demandent que leur quartier soit transformé en gated community, c'est-à-dire que des grilles soient installées et qu'on ne puisse plus circuler dans la résidence où ils sont tous concentrés. Imaginons qu'ils réclament que la carte scolaire soit modifiée pour que leurs enfants ne fréquentent plus les enfants qui habitent autour du café. Imaginons qu'ils aient des demandes, ils imposent des demandes de ce type-là au conseil municipal, mais qui va nommer ça communautarisme? Et de fait, les groupes qui ont les moyens aujourd'hui de mettre à distance, d'être dans le repli, d'être sur eux, de mépriser les autres et de mettre pression sur le politique pour mettre à distance les pauvres, c'est les plus riches. Et même en termes ça c'est les analyses statistiques, c'est pas moi qui le dis. Quand on voit les stratégies d'évitement des uns et des autres, il faut se les payer les stratégies d'évitement.
Ceux qu'on pointe comme communautaristes, ils n'ont pas les moyens de choisir où ils vont habiter. Ils habitent là où on les a mis. Pourtant, c'est eux qu'on traite de communautaristes. Regardez, ils sont tous ensemble. Ah ouais, mais ils n'ont pas la main sur les attributions de logement. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'on met un point d'interrogation, et c'est pour ça qu'on a tout un travail de déconstruction dans ce livre, de l'usage de ce terme-là, qui l'utilise, pour cibler quel groupe, et quels sont les enjeux. Donc sincèrement, on l'a gardé, on l'a utilisé, on se dit que pour définir les logiques de repli, ça peut servir, mais c'est pas un mot que j'utilise moi au quotidien, parce que c'est un mot qui est complètement biaisé aujourd'hui dans le débat public. C'est devenu une matraque sémantique. C'est devenu une matraque politique. C'est un outil de répression politique dans le champ médiatique. C'est pas un concept de description. Il ne sert pas à décrire une réalité précise. C'est devenu quelque chose qui sert à matraquer les acteurs qu'on veut pas voir ou qu'on veut pas entendre. Donc c'est ce qu'on voulait mettre en avant à partir de recherches très empiriques. Merci. Alexandra, allez-y. Alors tout à l'heure, vous aviez dit qu'il faudrait éviter que les jeunes tombent justement dans la trappe du trafic de drogue. Mais j'aimerais savoir comment faire quand on constate aujourd'hui que le trafic de drogue est très glamourisé. Beaucoup de rappeurs en parlent, il y a eu toutes les séries, c'était Pablo Escobar, etc. Et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, après peut-être parce que je suis plus adulte et que je suis plus aware, consciente des choses, mais j'ai vraiment l'impression que les choses se banalisent. Moi, je vois des transactions. Chaque jour, quand je passe à l'heure du Nord, je vois des transactions devant mes yeux. Et aussi, je constate dans les rues de Paris qu'il y a beaucoup plus de personnes junkies qui a même 5 ans. C'est pas des choses qu'on peut constater, alors que là, on voit vraiment que c'est en train de prendre de l'ampleur. Du coup, comment faire en sorte que les jeunes ne tombent pas dans cette trappe-là? Tu peux répéter un petit peu la question, si tout le monde l'a pas. La question, c'est comment on fait que les jeunes évitent d'être attirés par une réalité, le trafic de stupes, etc., qui est extrêmement glamourisé à travers les séries télé, les clips de rap, les paroles de rappeurs, etc. Et c'est un fait. C'est un fait. On ne peut pas le nier. Et le marché du polar, le marché audiovisuel, du crime, du banditisme, voyou, toutes les séries sur les voyous, les criminels en prison, ça fait partie des séries qui marchent le mieux sur Netflix, par exemple. Donc c'est un vrai marché, ça répond à une vieille fascination. Historique, elle n'est pas nouvelle, la fascination pour le crime, ce qu'il incarne, pour le criminel et ce qu'il incarne. Mais après, les choses se font à l'échelle locale. Donc les solutions, j'ai pas de catalogue tout fait, mais il y a quelque chose qui me frappe. Je parle vraiment pour les petits qui sont impliqués dans le trafic de sucre, les premiers pas des plus jeunes. La grande majorité d'entre eux, ils sont en échec scolaire. La grande majorité d'entre eux, ils sont en échec scolaire. Et moi, j'insiste là-dessus. Si déjà, et c'est possible, si déjà à l'échelle locale, les acteurs pouvaient s'organiser pour réduire le vivier des jeunes qui sont en échec scolaire, souvent dès la primaire, réduire le vivier, ça ne va pas faire disparaître le trafic de sucre. Ça va juste retirer cette motivation pour pas mal de jeunes qui auront autre chose à jouer. Pourquoi je dis c'est possible de faire les choses? C'est parce que les logiques d'inégalité scolaire, la fabrication de l'échec scolaire, on connaît. Il n'y a pas plus développé que la sociologie des inégalités scolaires en France. On connaît les effets de tout, l'effet de la classe, l'effet du prof, l'effet de l'établissement, l'effet du territoire. On sait comment elles se fabriquent. Et le cœur de la fabrication des inégalités scolaires, c'est d'une part la qualité des enseignements, etc., mais c'est aussi ce que peuvent offrir les familles chez elles. C'est ça la clé en fait. La clé c'est comment les familles préparent les enfants à l'école et comment ils les accompagnent les premières années, notamment pour apprendre à travailler. C'est ça la clé. C'est ça. Et ça à mon avis, c'est à la portée des acteurs locaux. Mais il ne faut pas penser seulement soutien scolaire dans des salles associatives ou municipales, parce que ces places-là de soutien scolaire, déjà, ne sont pas assez nombreuses. Et souvent, ceux qui viennent au soutien scolaire, c'est déjà les enfants dont les parents sont mobilisés. Par contre, ceux qui vont être en échec massif les plus nombreux, les parents, pour plein de raisons. La question, c'est pas de les juger, mais n'ont pas les moyens, n'ont pas les ressources, n'ont pas les connaissances, n'ont pas le temps, ne sont même pas à la maison, ceux qui travaillent à horaire décalé, pour s'occuper et accompagner. Et même quand ils sont à la maison, comment ils font? Concrètement, comment ils font? Parce que c'est un boulot. Les enfants qui réussissent à l'école, notamment en classe moyenne et supérieure, ils ont une vraie préparation à l'école pendant la maternelle et pendant le primaire. Les jouets que leurs parents choisissent ne sont pas choisis au hasard. C'est pas n'importe quel jouet. La place des écrans, elle est gérée, elle est régulée. Il n'y a pas de télévision à fond dans le salon pendant l'heure des devoirs.
Et même s'ils ne sont pas là eux-mêmes, parce qu'ils sont en voyage d'affaires ou qu'ils rentrent tard, ils ont les moyens de se payer quelqu'un pour compenser. Donc la question, c'est comment collectivement, les uns et les autres, peuvent organiser des formes de tutorat, mais massivement. Pas dans des salles qui sont en nombre insuffisant, mais dans les familles, avec les familles. Comment construire cette espèce d'alliance pour préparer les enfants à l'école. Et pour les suivre des premières années, les enfants, à partir du moment où ils arrivent CE2, CE1, ils ont pris le pli, la méthode répétitive, ils ont pris confiance en eux, après ils peuvent tourner tout seuls. Il faudra faire gaffe au début du collège. Après, ils sont autonomes, ils sont débrouillards. Nos mondes sont débrouillards. Ils sont autonomes, par la force des choses. C'est vrai. Donc la question, c'est comment est-ce que c'est possible? Moi, mon constat, et je me trompe peut-être, c'est que si ça ne vient pas des principaux concernés, ça ne viendra jamais. Ça fait combien d'années qu'on sait qu'il y a des inégalités scolaires? Ça fait combien d'années qu'on le sait? On n'est pas capable, pays riche que l'on est, de mettre en place une politique de masse pour réduire les inégalités? Non mais sincèrement, il ne faut pas croire que... Parfois les gens qui disent on fait le max. Non, c'est pas un investissement, c'est pas une priorité politique. Et puis, il y a autre chose que je voudrais rappeler. Moi, je suis très attaché au principe liberté, égalité, fraternité. Mais dans la réalité, les groupes sociaux sont en concurrence les uns aux autres. Les groupes sociaux sont en concurrence. C'est juste ceux qui dominent, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont une position dominante, ils n'ont pas envie de laisser leur place. Ils n'ont pas envie d'être challengés. C'est pour ça que dès que des profils un peu atypiques arrivent dans les grandes entreprises, dans les postes de cadre ou dans les administrations, le problème il commence à être vraiment sérieux. Les manœuvres... Et ça, il faut en être conscient. Les portes ne sont pas forcément ouvertes. On ne vous attend pas. On n'attend pas vos enfants. Ça ne veut pas dire que les enseignants qui sont dans vos écoles ou dans les collèges ou les lycées ne sont pas de bonne volonté. Ils font le max très souvent avec ce qu'on leur laisse faire. Et même le système. Franchement, là, depuis, je vous dis un truc très personnel, mes enfants, ça fait 3 mois qu'ils sont à l'école publique à New York. Mais c'est juste, mais eux-mêmes me disent, on ne veut pas retourner en France. On ne veut pas retourner à l'école en France. Et mes enfants étaient dans une école plutôt préservée dans ma ville. Ce n'était pas l'école ghetto, entre guillemets. Ils étaient zone imposable, école préservée. Je vous l'ai dit, je suis passé en zone imposable. Et donc, ils ne sont pas dans le truc où ils se prennent des coups de pression tous les matins, où c'est compliqué, etc. C'est préservé, mais juste le mode de fonctionnement de l'école. Mais je ne savais même pas qu'une école pouvait fonctionner comme ça. Et offrir ça à des enfants et à des parents du. Oui, école publique. Non. C'est une école publique. C'est une autre philosophie. Hyper bienveillante. Rien à voir, même au collège. Comment? Le système d'éducation américain n'a pas une réputation d'école publique généralement au top. D'accord. Mais c'est pas que c'est bien fondé. C'est pas que c'est bien tombé. Il y a des différences de moyens, des différences de soucis. Et la philosophie scolaire, je vais vous donner un exemple. Toutes les écoles publiques américaines, je vous donne un exemple. Toutes les écoles publiques américaines, qu'elles soient avec des familles riches ou pas familles pauvres, dans des quartiers riches ou des quartiers pauvres, elles ont le même format. Et ce format-là, il est fait pour stimuler intellectuellement les enfants toute la vie. Il n'y a pas on reste une matinée ou 2 heures sur une table. Les séquences sont d'1 heure et quart. Avec théorie, pratique, retour sur la pratique. Et on passe à autre chose. Théorie, pratique, retour sur la pratique. Les journées passent très très vite. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont là. La question culturelle et artistique, dans toutes les écoles, elle est ambitieuse, c'est une matière à part entière. Quand vous arrivez au collège, de l'entrée au collège jusqu'à vos 18 ans, jusqu'à la sortie du lycée, vous devez choisir un talent, une matière particulière, photographie, danse, projet humanitaire, ce que vous voulez, et vous gardez la même discipline que vous avez travaillé au moins 2 fois par semaine jusqu'à la fin du lycêt. Tous les lycéens qui sortent et qui ont suivi la filière talent, ils ont un vrai talent en sortant du lycée. Mais tous. Donc c'est pas les mêmes synergies. Alors, pour répondre à vos questions, je connais une directrice d'école, j'ai dirigé le mémoire de sa fille, qui est une directrice d'école dans le Bronx. J'ai été la visiter, j'ai passé une journée avec elle, etc. On était dans le Bronx, les enfants étaient tous des Afro-Américains et Dominicains. C'est des enfants pauvres. J'ai été dans l'école, mais même là, même dans un quartier ghetto dans le Bronx, avec une école avec des enfants et des familles pauvres et des parents abîmés, beaucoup plus abîmés
que la moyenne de nos parents à nous, pour plein de raisons. C'était un autre système, totalement différent et extrêmement bienveillant à l'égard des enfants. Donc, c'est pas seulement une question de « je suis tombé dans la merde ». Une petite question, excusez-moi. Juste avant que je parte, est-ce que vous avez un conseil justement à donner à mes enfants qui sont là? Je les élève toutes seules et des fois c'est pas facile parce que moi je sais que la vie ça va être difficile. Je sais les épreuves qu'ils auront à passer, c'est pas tout le temps évident. Donc j'essaye de les préparer du mieux que je peux. Et est-ce que vous auriez un petit conseil à leur donner pour les encourager malgré les difficultés? Arrête de te cacher. Arrête de te cacher, toi. Elles sont où? En fait, maman elle a raison. Hein. Il y a des obstacles, c'est vrai, mais il y a surtout des belles choses qui vous attendent. Et je pense qu'il faut les pousser. Il y a des belles choses qui vous attendent, il faut juste faire ce qu'il y a à faire, vous amuser, etc. Travailler, parce que vous êtes super intelligent, ça se voit. Ça se voit que vous êtes super intelligent. Moi j'ai un capteur d'intelligence, donc ça se voit. Je le sens, j'ai des vibrations, je le sens très très bien. Mais c'est travailler. Je pense à la lecture aussi. Oui. Le goût de la lecture. Ça c'est, je pense. Mais la lecture par exemple. Comme il l'a dit, hein, la télé en semaine, pas de télé et des livres. Donc qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils se rabattent sur les livres. C'est exactement. Obligés à minuit de choper celle-là en train de lire dans les toilettes. Qu'est-ce que tu fais? Je gronde ma fille parce qu'elle lit. Bon, C'est bien ça. Mais quand même. En fait les enfants ils vont pas s'ennuyer. Ils vont trouver des choses à faire. La question c'est qu'est-ce que vous leur laissez une fois que vous leur enlevez les activités passives? Qu'est-ce qui... La télé le vendredi soir, le samedi, pourquoi pas? Et il faut qu'ils prennent du plaisir et qu'ils regardent des dessins animés comme les autres et tout. Mais la semaine, en fait, ce que vous allez leur laisser comme outil ludique à la maison, ils vont s'en saisir. Vous laissez une voiture, il va jouer à la voiture. Vous laissez un puzzle, ils vont se prendre la tête à faire un puzzle. Vous leur laissez une tablette, ils vont aller à la tablette. Vous leur laissez des cas plats, et ben ils vont faire des maths, de la géométrie, de la physique. Vous voyez? C'est juste, à mon avis, ça, c'est une des clés, parce que les petits vont y aller. Après la lecture, il ne suffit pas de les poser. Au début, le rôle des adultes, ça on le sait, c'est d'initier, de mettre dedans régulièrement, etc. Après, ils y vont. Mais après, je ne me permettrai pas d'aller au-delà. Trop de respect pour ce que vous faites en tant que mission. C'est à moi de vous demander des conseils, en fait. Madame, juste, j'aimerais rajouter quelque chose à ce qui est dit, et notamment rebondir rapidement sur les États-Unis, un petit peu tout le lien de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Aux États-Unis, ils ont des 15 ans, 20 ans de plus que nous c'est-à-dire le recul et donc l'expertise face aux conséquences de certaines choses, notamment par exemple les nouvelles technologies. Aujourd'hui, en fait, il y a des enquêtes, des statistiques qui sont portées dans les entreprises là-bas pour des nouveaux métiers qui arrivent en masse aux États-Unis. C'est comment remettre de l'émotion au sein des entreprises, puisque les gens sont devenus robotisés, ils ne se parlent plus. Donc moi, juste à ce qui a été dit, rajouter dans cet esprit de la bienveillance, l'amour, aimer ce qu'on fait, l'amour, comprendre en fait pourquoi on le fait. C'est-à-dire ouvrir son cœur et essayer de définir c'est quoi l'amour. Voilà. Je pense que là, il y a quelque chose et que c'est peut-être ça qui manque à nos sociétés. Peut-être qu'aujourd'hui, au final... Cette envie, on cet sait... amour. Comment? Comment? Pouvoir leur transmettre. Oui, leur transmettre. Ils la comprennent. C'est ça, mais j'ai l'impression que dans nos foyers, tellement on est happé en fait par plusieurs choses, on est pris par... Il n'y a plus l'essentiel en fait, on communique plus et on s'aime plus et on parle plus ensemble et donc tout ça, ça fait les causes un peu de ce qu'on voit. Voilà. Merci. En tout cas, bonne chance, hein, vous avez très beaux enfants. Excusez-moi, bonne soirée. Oui. Là, en fait, j'ai vu que vous aviez fait alors, la place des familles dans la formation des banques de jeunes. Alors, je suis maman, j'habite dans les quartiers populaires. Mon fils est décrocheur scolaire. Donc 5e, voilà, je commence à traîner, je commence à voir d'autres choses. J'aime pas le système scolaire, c'est ce qu'il me dit souvent. Et comment, alors, par rapport à cet intitulé-là,
enfin, qu'est-ce que vous répondez aux familles? Qu'est-ce que vous répondez face à, en fait, parce que nous on est démunis en fait aussi. Et il ne peut pas renier aussi son quartier. Enfin, vous voyez, donc du coup, comment empêcher qu'il fasse partie d'une bande, mais en même temps c'est aussi une famille pour lui. C'est sa deuxième famille. Enfin, moi j'ai été éduquée comme ça, puisque je suis une fille de cité aussi, dans les années 80. Donc on a beaucoup parlé de toutes ces choses-là. Et je comprends, mais en même temps, comment ne pas passer de l'autre côté? Comment justement... voilà, je lui demande pas de renier ses potes qui vendent, je lui demande pas de renier, mais voilà, j'ai ce discours-là et j'essaie de le mettre face à certaines choses, mais voilà, quand on est jeune, on n'a pas encore... je sais pas, on maîtrise pas tout. Et j'arrive pas à dire la question, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Mais en fait, je suis toujours embêté avec les questions qui commencent par comment. Ça met dans une position et une position qui est... Je peux vous dire comment il a pu devenir décrocheur, on peut discuter du comment l'attirance elle joue, comment l'attraction elle se fait, comment la rue devient un peu une alternative. Et la question c'est ça en fait, si je devais répondre, c'est qu'est-ce qu'on peut lui construire comme alternative qui ne soit pas que l'école, pas que la trajectoire scolaire à son âge, et pourquoi pas différer. La question c'est ça, c'est comment est-ce qu'il va se construire votre gamin sans qu'on lui dise et sans qu'il sente que sans l'école sa vie est finie. Parce que ça c'est un des soucis en fait. Il y a beaucoup d'enfants qui prennent très au sérieux le fait que sans l'école on n'a rien, sans diplôme on n'est rien, sans diplôme on n'avance pas, sans réussir à l'école et par la voie générale on est déjà raté. On est vraiment une usine à construire du pessimisme et de la défection. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi ne pas se dire ok, on va essayer autre chose? On peut essayer autre chose. Qu'est-ce qu'on peut construire d'autre chose? Et pourquoi pas revenir plus tard? Ou si tu veux revenir maintenant, on prend le temps. Mais le système, je reviens à ça, enfin faites de la sociologie, donc vous avez dû étudier quand même. Le système ne donne pas ces alternatives. C'est-à-dire un gamin, enfin personne n'ouvre les portes. C'est-à-dire que soit on rentre dans le système, ou soit dégage. Enfin, moi je le ressens de cette façon-là. C'est violent pour sa famille, mais c'est aussi violent pour lui. Et donc du coup, il se retourne en fait contre ce système-là. Et là, ça devient vilain. Et donc voilà, vous faites des études sociologiques un peu là-dessus. Enfin, peut-être comment, c'est pas, voilà, vous n'êtes pas mon magicien qui va me dire attendez, t'inquiète, je vais solutionner le truc, mais c'est-à-dire avec tous ces gens-là qui étudient sur la question, qui sont des chercheurs au CNRS, comment nos politiques, l'État, parce que pour l'instant il n'y a que des associations sur les quartiers qui se battent contre ce système-là, mais voilà, on est tiraillés. Donc je veux pas être pessimiste, non, mais la réalité elle me fait face, quoi. Et elle est violente. Elle l'est aussi pour mon fils. Donc ouais, j'ai envie de dire des gros mots, mais j'ai envie de dire fuck, quoi. Je peux compter que sur moi-même. Et à la limite, c'est presque la seconde famille qui va un petit peu relier, lui donner un sens. La seconde famille, elle va lui apporter une proposition, elle va lui apporter un statut. À court terme en plus. À court terme, elle va lui même lui dégager du pouvoir d'achat. Et elle va l'emmener dans le mur. Mais ils vont oui. tous aller dans le mur ensemble. Mais la réalité, c'est ça, en fait, pour le plus grand nombre. Donc, c'est peut-être important de commencer comme ça. Et la seconde famille, elle peut être intéressante. Le groupe est important. Il a besoin de groupe, il a besoin de copains, il a besoin de respirer. Tous les groupes de jeunes qui sont dans les quartiers ne sont pas ancrés dans la réalité. Pas tous. Et bien heureusement, c'est une minorité qui tire vers là, mais parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde non plus, dans le marché des stupéfiants. C'est des nombres d'emplois limités. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là où je suis un peu en difficulté, c'est que vous me parlez vraiment d'une situation particulière qu'il faudrait creuser. Et j'ai vraiment pas l'ambition, pas d'ambition, c'est pas ça, j'aimerais bien, vraiment, mais la prétention. La prétention d'apporter le moindre début de réponse avec la distance qui est la mienne. Qu'on prenne le temps de discuter en profondeur avec grand plaisir. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais là, comme ça... Le cas particulier, je vous assure, c'est que je fais face à plusieurs familles. Je rencontre plusieurs familles qui sont dans le même cas. C'est-à-dire, on aime notre quartier populaire.
scolaire. On n'a pas envie d'en partir, même si à un moment on s'est dit je ferai tout pour réussir et partir d'ici parce que je veux pas que mes enfants vivent ici. Et finalement on y est. Voilà, moi je suis très heureuse de vivre dans mon 9-3. C'est pas un souci, sauf que quand vous avez nos enfants sont fragiles et en même temps ils se sentent invincibles. Donc on est entre les deux et pour revenir en fait à la place des familles, parce que vous avez, il faut le dire. C'est juste répondre un petit peu, ouais, il faut le dire en plus, c'est vrai, mais comment je suis désolée. Je sais. Je suis désolée, mais vraiment, quand on parle de manière individuelle, je suis vraiment mal à l'aise. Ce serait vraiment prétentieux de ma part de vous dire allez faire ça, allez faire ça. Déjà, je ne connais même pas la réalité concrète de Sarcelles, les possibilités qu'il y a dans l'agglomération non plus. Après, chaque situation est très très particulière. C'est vrai qu'on a le temps de discuter, etc. J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, mon métier, c'est pas d'apporter les solutions ou comment après. Hélas, j'essaie de le faire. J'essaie de le faire. Je me suis impliqué dans d'autres villes où il y avait des affrontements entre quartiers. J'ai vraiment essayé de m'impliquer à travers mes travaux de recherche pour essayer de trouver une stratégie pour faire avancer les choses, parce que c'est aussi quelque chose qui affecte la vie sociale des familles, des parents, etc. Mais là, comme ça, je ne peux pas aller plus loin. ça marche. Merci beaucoup. Désolé. Et juste petite précision, il n'y a pas que des Sarcellois dans la salle. Oui. Presque la moitié vient de toute l'île de France et on en est fiers. Merci beaucoup d'être là. Juste préciser. Européen, la France est comme l'Astérix avec une législation très sévère, et alors que tous les autres pays ont au moins, tu parlais du Portugal, mais d'autres pays ont au moins dépénalisé. Et pourquoi en France c'est aussi dur? Pourquoi c'est aussi dur? Pourquoi il n'y a aucune avancée depuis des années? Toi qui peux voir la situation d'une façon globale, est-ce que en fait, c'est très idéologique en France. Sur les questions de sécurité, traditionnellement, il y a des postures idéologiques, quelles que soient les conséquences sur le terrain, quelle que soit la manière dont déroule le terrain. Et là, ça fait vraiment partie de la culture politique des élites. La culture politique des élites, l'exemple de Sofiane, là, et qu'on voit que le directeur de l'autrice, il est lui-même directement impliqué, qu'il y a eu des conflits entre les douanes et puis les stupes pour faire tomber ce mec-là. Est-ce qu'on n'est pas en droit, sans vouloir aller au niveau complotiste ou ce que tu veux, mais se poser la question, est-ce que l'intérêt des politiques n'est pas plus dans ce trafic plutôt que dans une légalisation? Je ne crois pas du tout. Non, je sais que ce discours circule depuis très très longtemps. La drogue est rentrée et ils mettent la drogue pour maintenir, etc. En fait, quand vous observez un peu les travaux sur la sociologie de la police, la justice, on peut se poser des questions sur l'arrivée des drogues. On a quelques travaux d'historiens, on voit comment c'est arrivé. Mais globalement, en France, les forces de police le savent très bien elles-mêmes, n'ont pas du tout les moyens de lutter contre l'offre, c'est-à-dire contre la vente. Et même si je prends une ville, allez, pas Sarcelles, mais une ville voisine, imaginons qu'il y ait 15 points de vente, vous croyez qu'il y a 15 groupes stupes qui peuvent gérer les 15 points de vente en même temps? Impossible. C'est-à-dire humainement et matériellement parlant, les forces de police ne peuvent pas gérer toute l'offre en même temps. Et même quand ils arrivent à faire tomber un groupe stup, ils savent très bien que soit un autre groupe va prendre la place, soit le groupe en question a déjà anticipé son remplacement. Et c'est ce que les groupes les plus organisés font en fait. Ils savent qu'ils ont les stupes sur le dos, etc. Donc ils ont déjà anticipé qui va relayer et va prendre le relais. Donc, d'où la question que justement... J'y viens. C'est une des législations les plus répressives, mais c'est une consommation de masse. Et à partir du moment où c'est une consommation de masse, la plupart des États, même quand elles y mettent un nombre de moyens considérables, c'est pas une délinquance localisée, minoritaire, qu'on peut contrer et qu'on peut entourer. C'est une consommation de masse. Il y a des milliers de distributeurs, des milliers de petits revendeurs, il y a de la vente sur le terrain, de la vente en ligne, la vente par téléphone, la vente en appartement, la vente en soirée, la vente en bourse. C'est la vente dans des cafés. J'ai même trouvé des mecs qui vendaient les trucs dans
qui vendait de la coke via un point information jeunesse d'une ville. Il m'a dit non, on est organisé comme ça a duré 2 ans comme ça, les gens qui étaient initiés savaient, ils venaient, ils prenaient, à l'accueil c'était fait. C'est pour vous dire qu'il y a de l'imagination et c'est pas une question de manque de volonté, c'est juste que les forces de police, malgré leurs efforts, malgré leur volonté, n'ont pas les moyens. Là, sur François Thierry, on dit, vous prenez un mauvais exemple. Parce que le deal, c'est ok, on laisse Ambry faire cette affaire, mais derrière, il nous fait tomber un paquet d'équipes. Et il y a eu un paquet d'équipes qui sont tombées. Ces 5 dernières années, 6 dernières années, il y a des records de saisie. Et beaucoup de grosses équipes qui travaillaient depuis très longtemps sont tombées. Alors qu'ils sont tombés sur ça rien. Mais c'est un fait. Quand on regarde les stats, quand on interroge un peu les personnes qui sont dans ce sujet-là, ils vous disent, là, il y a beaucoup d'équipes qui sont tombées et qui tombent les unes après les autres. Et la question d'avoir une loi répressive quand on est dans l'espace Schengen, ça n'a pas trop d'intérêt. La loi répressive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente le coût et les bénéfices. Mais quand on voit que dans les prisons et plus en Ile-de-France, on trouve énormément de jeunes des quartiers populaires qui sont emprisonnés pour des questions de stupéfiants, est-ce qu'on peut imaginer un lien qui puisse servir à un État qui va contrôler sous cette forme-là? Voilà. Cette forme-là, elle servirait au moins à cela dans ce cas-là. C'est ce que l'État a l'implication politique en fait, cette impression. Oui, bien sûr, elle a une dimension politique. Effectivement, les condamnations pour usage, le ciblage, etc., tout ça, ça a des effets politiques. Mais de là à dire, ils font exprès, ils mettent, etc., non, si les policiers travaillent avec des trafiquants, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement pour faire tomber d'autres trafiquants. Oui, à la limite, ça serait... c'est comme ça que ça fonctionne. Le fait que ce soit idéologique et que vous avez mené ça par... c'est très idéologique. Sur les politiques de sécurité de prévention, c'est très idéologique. Oui, mais finalement, la question, je ne sais pas si c'est exactement, mais la question, il y a un intérêt supérieur à, il y a un intérêt supérieur à pas se poser la question pragmatique d'un autre système de légalisation ou de dépénalisation, parce que c'est aussi un moyen de contrôle. Il faut y arriver. En gros, c'est ça. Il faut y arriver. Mais par la force, ils n'ont pas le choix. Bien sûr, ce sera les derniers comme d'hab, voilà, il faut y arriver. Voilà. Okay. Mais déjà, ils ont commencé, il y a des groupes de travail, ils ont envoyé des équipes de collègues qui sont partis voir comment ça se passait dans le Colorado, en Uruguay, au Portugal. Il y a des retours en termes de santé publique, voilà, les rentrées fiscales, les conséquences en termes de santé publique, les conséquences en termes de sécurité. Il y a déjà des chercheurs qui travaillent là-dessus et des réflexions à haut niveau dans les ministères qui s'occupent de justice, de sécurité, etc. Mais là, pour le coup, la prise de position de ce gouvernement-là et des précédents, c'est non, c'est mal, il n'y a pas de légalisation, on laisse ça comme ça. Mais c'est vraiment une posture qui est très liée à l'état de l'opinion, et à une posture vraiment idéologique sur ces questions de prévention de sécurité. On le voit à l'échelle locale. À l'échelle locale, le pragmatisme amènerait à soutenir peut-être des associations locales qui ne le sont pas forcément parce qu'elles ouvrent un petit peu trop en termes de qualité de travail sur le terrain et d'effets attendus. Mais ce n'est pas le cas. D'abord, la dimension idéologique, politique, qui sont nos clients, pas nos clients. Qui sont nos relais, pas nos relais. Ça prime sur la qualité du travail sur le terrain. C'est vraiment très révélateur. Il y aurait une petite question ici, s'il te plaît. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire ouais, l'école aux États-Unis, c'est mieux, tout ça, machin. Et dans ma tête, j'aime bien faire des blagues. Je me suis dit, soit Donald Trump, il habitait loin de l'école, soit il n'est pas allé. Ouais. Je vais vous dire un truc. Ok, vous avez fait des études, vous n'êtes pas le seul sur l'échec scolaire, tout ça. Grosso modo, on dit qu'il y a 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans rien. Et après, on a eu beaucoup d'études sur, voilà, sur ce que vous dites. Ça devient, ça alimente le trafic de stupes, l'oisiveté, mère de tous les vices, tout ça, machin. Est-ce qu'il y a des études sérieuses sur ceux que l'éducation nationale a mis en avant, des gens diplômés, qui sont diplômés et pourtant qui ne sont pas un bienfait pour le vivre ensemble? Je m'explique, les gens ils ont été au gouvernement, ils se parlent de tous, lui, comme vous avez dit tout à l'heure, moi j'ai fait normal sup, l'autre, moi j'ai bac plus 7, moi j'ai bac plus 8, ça les empêche pas de déclarer des guerres, ça les empêche pas, je sais pas s'ils savent compter, mais d'estimer que non, on peut pas augmenter le SMIC, ça vous suffit, ça les empêche pas de maintenir des gens dans la misère, ça les empêche pas de faire, grosso modo, de faire du n'importe quoi, de faire de la merde, et pourtant, ils sont super diplômés, tout ça, machin, et c'est pas...
la corrélation entre leur réussite scolaire, c'est pas un bienfait pour... c'est pas le corollaire de leur réussite scolaire, c'est pas un bienfait, même pas pour ceux qui n'ont pas réussi, pour l'ensemble de tout le monde. Et c'est eux qui font des discours, le vivre ensemble, tout ça, et c'est... Bon, je dis pas que... Voilà, c'est loin d'être gagné que parce qu'il y a de la réussite scolaire, ça va faire boule de neige et amener la société vers le haut, quoi, parce que ceux qui nous dirigent sont diplômés, archi-diplômés. On est d'accord là-dessus, le diplôme n'apporte pas mais ça, extraordinaire. Ce que je veux dire, ça c'est injuste, parce que on le... Je sais pas comment dire, on ne met jamais en avant, et c'est quand même important, quoi. Il y a quelques travaux quand même. J'ai été bercé par maman quand je serai grand, je ne voudrais pas être étudiant, Renaud, tout ça. Je l'avais écouté, bon, je l'ai écouté quand j'étais jeune, ça m'a un peu perturbé. Je l'ai écouté maintenant que je suis vieux, je me dis, bon, c'est encore d'actualité, quoi. C'est pas forcément. Voilà, c'est pas parce que le mec il va être étudiant que. Il peut être frustré. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont fait des études autour de moi, dans mon taxi, tout ça, machin. Il y en a, je me dis. S'il avait raté le bac, peut-être c'était un bienfait. Voilà, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais là-dessus, en 2 mots, parce que quelqu'un d'autre vous pose une question. Le diplôme, il ne protège pas du chômage. Il protège mieux que l'absence de diplôme. Et là, je parle juste des conditions d'existence. C'est-à-dire qu'en termes d'insertion professionnelle, si on prend que ça, d'avoir un diplôme, même si on n'a pas un métier au même niveau, ça protège mieux du chômage que de ne pas en avoir. Ça, c'est global. Et deuxième chose, on a des travaux sur le profil, le parcours scolaire des élites, et notamment le rôle très critiqué de certaines grandes écoles qui pondent le même type de personnel politique, avec la même vision de l'économie et de la société, avec la même approche des classes populaires, des petites gens, des gens dominés, et dont le rôle est très critiqué, à la fois à l'international, mais également sur la scène publique française. C'est pas ce que je fais moi, mais il y a pas mal de travaux là-dessus quand même. Bien sûr que vaut mieux être diplômé au chômage qu'un diplôme, ça sous-entend que voilà, la personne elle a appris à lire des livres, elle est au contact de professeurs, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que 100% des gens qui ont des postes à responsabilité, qui nous gèrent, qui ne veulent pas revenir, par exemple, dans le sujet, qui ne veulent pas revenir sur la loi sur les stupéfiants de 71, qui sont encore dans des trucs réacts, 100% de ces gens-là, ils se targuent de dire « je sais de quoi je parle », ils citent des bouquins, ils ont eu accès au savoir, et c'est pas que le diplôme, tout ça. Mais je veux dire qu'un parcours génial, une super scolarité, le mec il arrive même président, directeur de cabinet, tout ça, et ils nous font pas du bien. Pour de vrai, je me dis, mais c'est... Je sais pas, des élites, en fait. Voilà, les profs, ils n'auront pas appris à faire du bien. Il n'y a pas des cours de comment faire le bien autour de soi, faire bien les choses, que les gens soient heureux. C'est ça que je voulais dire. Il y a des carences dans l'éducation nationale. Ils nous forment des élites qui... Mais c'est tout un système, c'est généralisé, c'est au-delà de l'éducation nationale, en fait. Je pense qu'il faut regarder. Parce que ça ne se limite pas qu'à ça, cette volonté de garder un peu les gens sous cap. Il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure de glamourisation des vices, entre guillemets, ou si on peut faire comme ça, dans la société, par le biais de l'art, par exemple. Quand ça passe par le biais de l'art, tout est légitimé, tout est beau, dès que c'est intellectualisé, tout est bien. Et en fait, il manque cette dimension, peut-être, je ne sais pas si on peut l'appeler morale, monsieur, je ne sais pas ce que vous dites exactement, mais ça ne remplace jamais cette dimension-là, au final. Donc, il y a aussi cette question de reproduction des élites, et la question peut-être de se poser, à partir du moment, c'est toujours, peut-être, elle est éternelle cette question, je ne sais pas, mais à partir du moment où on arrive dans un certain cadre, où on peut prendre des responsabilités, des décisions dans la société. Le problème, c'est qu'on reproduit souvent, pas automatiquement, merci, mais souvent ceux qu'on a subis nous-mêmes à un autre moment de sa vie. Et est-ce qu'il y a une sorte de fatalité par là, ou est-ce que, je sais pas si c'est une question à laquelle on peut répondre vraiment, mais... Dans les organisations, les gens ne vont pas forcément dans le même sens. Il y a des personnes qui reproduisent des logiques de violence sociale. Et d'autres qui résistent dans les mêmes organisations avec... La question des organisations, c'est qu'il y a une structure. Et la structure, elle limite. Combien d'enseignants vous disent « j'aimerais faire tellement de choses, mais de l'éducation nationale, mais je ne peux pas, je suis limité, c'est non, c'est pas possible, c'est compliqué. » Et finalement,
Et du coup, c'est des énergies, des choses qui pourraient apporter à une grande partie de la population. Mais il y a l'effet système, il y a l'effet organisation. Et l'organisation est puissante. Par définition, et plus l'organisation est importante, plus l'organisation est puissante. La question clé à ce niveau-là, c'est comment est-ce que chaque individu, avec la marge de manœuvre, même minime qui est la sienne, comment il résiste. Et il y a des personnes qui résistent. C'est rare que vous n'ayez pas au moins un allié dans votre souci avec l'institution, qui vous serve de relais, qui vous renseigne juste avec ses petits moyens et qui peut être touché par votre cas. Et c'est une vraie question. Une question là-bas d'abord. Iman. Merci d'être là tout d'abord. Est-ce que la question, c'est pas plutôt le problème, est-ce qu'il ne vient pas du communautarisme en fait? J'ai pas lu votre livre, mais j'ai vu le résumé. Et est-ce que ça ne vient pas en fait de ce communautarisme des classes supérieures en quelque sorte, blanches, hein, pour le dire? Parce que, moi je suis pas parisienne, je suis d'Angers, en province, et cette année je suis arrivée à Paris 1, à la Sorbonne, en faculté de droit. On se retrouve, je me retrouve avec cette élite entre guillemets, et pour tout vous dire, moi j'ai été assez choquée. Hein. C'est des gens qui vivent très très loin de ces classes populaires justement, qui n'ont aucune conscience de ce que les classes populaires peuvent vivre tous les jours. Ils vivent vraiment dans leur monde. Je suis pas sûre qu'ils soient dénués de morale, ils en ont une, mais à l'égard de leurs semblables, peut-être plus. Quand on parle de certaines choses, c'est vrai que c'est assez. Moi j'étais vraiment choquée. Hein. Je me suis dit, et quand j'ai montré ça à des amis étrangers par exemple, me disait ah ouais c'est ça l'élite de la France, c'est eux qui vont vous gouverner, et je suis vraiment choquée de ça. Donc je me pose la question de savoir est-ce que c'est pas plutôt ce communautarisme là qui pose tout le problème de ce que monsieur disait tout à l'heure, en fait, de cette conscience morale des autres, en fait, de prendre soin des autres, de ses concitoyens en quelque sorte, parce qu'on n'est pas du tout formé à ça en fait. On est formé à gouverner, ces gens-là sont formés à gouverner, à diriger, sans prendre conscience de ce qu'est la vie. Les 24 heures de cette personne, comment elle le vit. Donc il va y avoir un jugement de ces classes populaires sans aucune empathie, sans aucune compassion. C'est propre des élites, les élites déconnectées, c'est vraiment le propre. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, le mode de fonctionnement des élites, c'est un mode de reproduction sociale, économique, et ça, un certain nombre de mes collègues bien avant moi ont bien montré comment le rôle des grandes écoles, des universités prestigieuses, quel était leur rôle là-dedans. Et malgré le fait qu'il y ait des gens qui tapent à la porte, ce qui est promu, hein, globalement ces dernières années, ce qu'on voit, c'est pas des politiques qui permettraient à la masse de s'élever, c'est une politique qui permet à des élites un peu différentes d'intégrer à la marge les grands corps. Toutes les sections ZEP, tous les concours, les voies de concours un peu diversifiées qui ont été mis en œuvre, mais qui ne modifient en rien à la marge les questions structurelles. Et c'est vrai ce que vous dites sur la question du fort entre-soi des élites françaises. Du fort entre-soi des élites françaises et de leur forte déconnexion avec le reste de la population. Il n'y a qu'à voir la situation politique dans laquelle on est. Il n'y a qu'à voir ce que les gens qui mettent des gilets jaunes, et même sans mettre de gilets jaunes, ce qu'ils disent, ce qu'ils mettent en avant, et les réponses qu'ils peuvent apporter par l'élite, en pensant vraiment que des stratégies de communication allaient suffire pour... vous voyez, la déconnexion, on la voit, on la vit, mandat après mandat. À la rigueur, j'ai envie de vous dire, ça va peut-être vous faire rire, mais des derniers présidents, peut-être celui qui était le moins déconnecté, c'était peut-être Nicolas Sarkozy, le plus brutal, ces dernières années. Peut-être que le moins déconnecté, c'était un de ceux qui étaient les plus brutaux dans la bouche. Par contre, c'était pas forcément le plus brutal en termes de politiques concrètes qui sont menées, de lois qui sont votées, de dispositifs qui sont mis en avant. Donc c'est bien de regarder toutes ces dimensions là à l'échelle locale. Mais un jour, mon directeur de thèse, on discutait de politique de prévention, de ce que je faisais moi à titre personnel au niveau associatif dans mon propre quartier pendant des années. Ça a été une partie de ma vie aussi pendant très longtemps. Et on discutait, il me dit, mais vous voulez venir à quoi avec votre projet, votre association, vos mobilisations locales, etc. C'est quoi la finalité sur le long terme? C'est des vraies questions parce qu'on ne se les pose pas toujours quand on milite à l'échelle locale. On est vraiment un peu dans l'urgence, etc. On n'a pas forcément une stratégie à long terme. Et je lui dis, mais je ne sais pas trop, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et il me dit,
moi je ne suis pas du même milieu social que vous, ceux que vous aidez, c'est pas mon milieu social, il est ancien magistrat, habite à Versailles, c'est pas le même monde. Mais il me dit, ce qui est sûr, c'est que comment dire, le salut des gens dominés et des gens qui souffrent, il viendra par eux-mêmes. Il a dit le salut des gens dominés, il viendra par eux-mêmes. Et c'est un fait historique. Voilà. Et donc la question de fond que j'ai envie de vous dire, c'est pas tant de regarder les élites, comment elles sont, comment elles changent, comment elles ne changent pas. La question c'est comment est-ce qu'il faut aller contester ces élites, s'il y a une stratégie politique à prendre en compte. Comment, du bas, les gens s'organisent pour aller contester les élites et pour aller chercher quelque chose qu'on ne leur offrira pas. Mais ça c'est l'histoire. Ceux qui vont être cooptés, ils acceptent généralement de jouer un jeu, le jeu de la reproduction. Ou même s'ils veulent bouger, ils ne restent pas longtemps. Et même s'ils se battent à l'intérieur, ils sont tout seuls, ou très peu. Le rapport de force leur est défavorable. Donc la question, mais ça c'est une question de fond, mais que chacun expérimente à l'échelle locale, c'est comment créer une collective quand il y a autant de dépolitisation, autant de fatalisme, autant de désengagement, autant de mise à distance, autant de division aussi. La question de fond, elle est là. Je ne pense pas que les élites vont devenir, comme c'était dit tout à l'heure, bienveillantes du jour au lendemain, et qu'elles vont aller contre leurs propres intérêts de classe ou d'élite, etc. Je ne vois pas pourquoi, en fait. Pourquoi elles le feraient? C'est pas rationnel de le faire. Pourquoi est-ce qu'elles vont laisser de leur pouvoir, de leur position, de leurs privilèges pour les laisser aux autres? C'est pas rationnel. Il n'y a pas à attendre ça. Je vous propose de poser 2 dernières questions, d'être court et concis, parce que 3. Allez, 3. Et comme ça, on peut passer à... Okay. Voilà, ce que je voulais dire, c'était pas forcément une question, c'était en rapport à ce que disait le monsieur par rapport au fait de la bienveillance des élites. On dit que 100% des personnes qui nous gouvernent ne sont pas bienveillants envers le peuple. En fait, la réponse, c'est aussi un peu avec ce que tu disais. La réponse, en fait, c'est dans ce que tu viens de dire, ce que tu as dit tout à l'heure, je pense, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas qu'on prenne leur place, tout simplement. Et en fait, le fait, je ne pense pas que la réponse réside dans l'empathie ou la bienveillance, puisque c'est un rapport de force, en réalité, selon moi, qui fait que, en fait, c'est une guerre sociale, tout simplement. Enfin, ça, c'est mon avis. Ce qui fait que derrière, en fait, ils vont pas aller contre leur intérêt. Je pense que moi, pour moi, que la réponse elle réside dans ce fait-là. Voilà, ce n'est pas une question. Parce que par rapport à ce que disait le monsieur, j'étais assez d'accord avec ce qu'il disait. Merci. C'est une question et une réaction en partie par rapport à l'accès aux études des personnes qui sont issues de dites minorités, mais en fait de groupes sociaux qui sont discriminés. Et des quartiers populaires, il y a une proportion non négligeable des personnes qui accèdent à ces études qui deviennent des traîtres. Enfin, pardon de dire ça de cette manière-là, mais dans les dictateurs africains, par exemple, ils sont vraiment passés par les écoles dont on parle depuis tout à l'heure, et puis dans les ministères, des gens qui ont pu nous faire du mal, ou même à différentes échelles, il y a énormément de gens qui viennent de milieux sociaux ou qui sont issus de familles immigrées, qui sont des enfants d'immigrés, etc., et qui épousent la cause des dominants. Et ça, j'en parle d'autant plus librement que j'en ai dans ma famille. C'est vraiment le profil type de ma propre famille. Enfin, pardon pour eux, mais c'est comme ça. Et c'est quelque chose dont je m'interroge très profondément sur ça. C'est-à-dire, je ne comprends pas en fait. Et je voudrais savoir si, au-delà des motifs psychologiques, de l'aliénation, des choses, j'ai envie de ressembler au plus fort, je me déteste moi-même, toutes ces choses-là. Mais que ce phénomène soit aussi massif et il me semble aussi peu étudié, parce que j'ai pas lu grand-chose là-dessus, à part chez Fanon. Et voilà. Alors Fanon parlait plus des élites indigènes, des élites colonisées et comment elles se positionnaient. Mais nous, on est colonisés en tant que... pardon de vous couper, mais y compris en France, quand on habite dans un quartier populaire ou quand on est enfant de l'immigration, ou petit enfant de l'immigration,
on est encore considérés comme des indigènes. Non. 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 C'est par respect pour les indigènes et ce qu'ils ont subi. On ne peut pas de dire qu'on est des indigènes, qu'on est privés de droits et de devoirs et qu'on est dans la même situation physique de dépendance politique, matérielle, privés de beaucoup de choses comme ils l'étaient. Par respect pour ce qu'ils ont vécu eux, il faudrait qu'on réfléchisse à 2 fois avant de se considérer nous-mêmes ici, alors on est en mobilité, on a des droits, des devoirs, on a des possibilités d'être considérés comme des indigènes. La colonisation, ça a été une expérience historique extrêmement violente. Je vois très bien l'intérêt politique de l'utilisation de cette notion-là. On n'est pas des indigènes, on n'est plus en période coloniale, même s'il reste un certain nombre de perceptions, de regards, de manières de faire qui puisent dans l'histoire coloniale, qui ont été renouvelées sous des formes pseudo-démocratiques, et on peut retrouver des formes d'administration, des populations qui puisent dans cette époque des notions, des termes. Mais j'ai envie d'être précis et j'aimerais être précis là-dessus. Vraiment, je fais plein de villes, notamment en Île-de-France, dans le reste de la France, et les situations que je vois, c'est des fois des personnes qui sont premières à adjoint et qui font bouger un paquet de choses, d'autres qui sont devenus maires, et qui font bouger les choses avec beaucoup de courage. Je pense au maire de Stein, que je vois son évolution depuis un certain nombre de temps, il s'en prend sur la tête. Et sur certaines choses, je ne connais pas la mairie de Stein dans le détail, mais c'est quelqu'un qui détonne dans le paysage politique local d'Île-de-France. Et à mon avis, ça va être amené à se multiplier les prochaines années. Donc vous voyez, certes, on a le discours global qui est globalement pessimiste. Quand on rentre dans le détail, eh ben, ça bouge, c'est en mouvement, c'est en dynamique, on voit des figures monter, on voit des gens qui... Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier... j'ai même le sentiment que ceux qui ont précédé les générations de militantes actuelles, ils ont fait face à beaucoup plus d'obstacles, d'une certaine manière, pour se faire entendre, pour avancer, pour mobiliser des choses, parce qu'ils étaient minoritaires de chez minoritaires. On va dire leurs héritiers, ils ont aussi les réseaux sociaux, ils ont des moyens de mobilisation. Là, dans la salle, il y a beaucoup de monde que je connais, avec qui je suis ami sur Facebook, d'autres que je connais un peu plus, mais ici, j'ai déjà échangé, ou suivi, ou lu quelque chose. Donc il y a déjà des gens que je connais, des gens qui sont présentés, je sais qui t'es. Et ça change tout, en fait. Ça change tout. Je sais ce que fait l'équipe des Psylab là-bas. Je sais ce que les uns et les autres font, je sais ce qui est bibliothèque, je connaissais même avant d'arriver, et je connais Zuna, je connaissais Rachid Taxi avant d'arriver, Gundo, j'ai eu la chance de la connaître personnellement, mais je la connaissais sur Facebook avant, son frère pareil, vous voyez. Et ça, ces capacités de se connecter, ça a éclaté tous les micro-territoires ou les petits milieux qui se connaissaient de manière très géographique, etc. Donc oui, la réalité, elle change. Fondamentalement, le rapport de force, il est en train de changer. Et c'est pour ça qu'à mon avis, une partie des élites est devenue très violente. Et qu'elle accuse de communautarisme à tout va, ou d'islamisme à tout va, ou d'intégrisme à tout va, ou de voyous à tout va, et qu'on cherche à disqualifier partout. C'est que partout, les gens seront contestés. Les gens sont contestés, les pouvoirs sont contestés, sont remis en question, et le savoir circule, et des nouvelles théories arrivent, et tout ça, ça effraie ceux qui étaient dans des positions de pouvoir établies depuis un certain nombre de temps, y compris dans le milieu académique. Y compris dans le milieu académique, où dès que vous posez juste la question raciale sur la table, vous êtes le grand méchant loup, c'est fini, vous êtes le décolonial, vous êtes l'indigéniste, vous êtes l'inté... Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez juste... Personne ne vous a lu. Hein. Personne ne vous a lu, personne n'a regardé comment vous travaillez, personne ne répond à vos travaux de manière scientifique. On vous balance des étiquettes comme ça qui visent à vous disqualifier pour limiter votre carrière, votre parcours, votre champ d'action. Donc voilà, ça c'est du rapport de force, c'est en train de bouger partout. Il faut rester rigoureux, il faut rester sérieux, c'est mon point de vue, il faut rester carré, continuer à travailler sérieusement. Et il y a suffisamment de gens réglo, à mon avis, des gens honnêtes intellectuellement pour faire avancer les choses. C'était quoi la dernière question? Je voulais vous remercier d'étudier ce phénomène de déviance qui nous parle autant. Et c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une réaction à chaud, parce que vous avez dit que vous étiez en concurrence les gens et les gens. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe avec les voilà, toute personne en vrai qui va aller à l'intérieur, qui va aller à l'université par une film ou autre. Qu'est-ce qu'il advient après au niveau du recrutement?
ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup, et de plus en plus, de tokens. Un token, ça va être une personne qui va représenter une minorité et qui va servir de drapeau, en fait, pour montrer aux gens que oui, le système il est égalitaire. Oui, toi aussi tu peux le faire. Puisque moi, je connais un Mohamed qui est dans telle cité et il a pu se devenir responsable adjoint de telle société. Ne pensez-vous pas qu'au final, on est des exemples qui confirment la règle? Est-ce que vous pensez être un exemple qui confirme la règle? Moi? Oui. Est-ce que je pense... Non, je ne suis pas un exemple. Ça, définitivement, je ne suis pas un exemple. Il faut s'enlever ça de la tête, même si certains pensent que ce parcours-là, je n'ai pas du tout envie de l'être. Après, nos parcours nous échappent, mais je n'ai pas du tout envie de l'être. Ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'il confirme la règle? Non. Enfin, oui, il la confirme. Il la confirme totalement. Vous avez raison. À tous les niveaux. Elle confirme la règle à 2 niveaux. La première, c'est que les personnes qui ont ce parcours-là et qui arrivent à revenir sur une trajectoire universitaire, il y en a très peu en France. Mais il y en a quand même. Et c'est pour ça que je déteste cette réforme de Parcoursup. C'est qu'elle va fermer la porte à beaucoup de profils atypiques. Et il faut y réfléchir à cette réforme. Elle va avoir un impact considérable pour les gens qui habitent dans ces lieux-là, pour des gens qui ont des parcours comme le mien ou d'autres. Donc ça c'est le premier truc que j'ai envie de dire. Ouais, ça confirme une règle, c'est la règle des inégalités, la règle de l'atypisme, effectivement. Après, je refuse que mon parcours serve l'administration pour laquelle je travaille ou serve d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai toujours refusé. Une fois à France Culture, j'ai accepté de parler un petit peu du parcours, mais c'était pas le même public. Les seules personnes à qui j'accepte un peu, et c'est pas facile pour moi de parler de parcours, c'est dans des espaces comme ça. Dans les quartiers, dans les assos locales, parce que si ça peut donner un peu de motivation, changer une répression, réduire un peu le taux d'illégitimité, le taux d'autocensure, si ça peut servir à ça, tant mieux. Voilà. Et ça, je le fais de manière individuelle avec tous les jeunes que je rencontre, j'essaie de les pousser, leur donner de la force, etc. Et je repense l'expression de la force. Mais sans ça, il n'y a pas de... Moi, je regarde les phénomènes de masse, il n'y a que ça qui m'intéresse. Dès qu'on rentre dans l'hyper-individualisation des parcours, l'hyper-individualisation des phénomènes, c'est fini en fait. On oublie ce que vit le plus grand nombre. Moi, je préfère rester à un niveau plus bas si mon peuple s'élève vraiment. Et c'est comme ça qu'il faut penser l'action sociale, etc. Il ne faut pas se faire piéger par le fait d'être attiré. Moi, d'un point de vue militant, d'un point de vue des mobilisations, parce que c'est aussi de ça qu'on parle, et que je suis engagé, moi, là où j'ai grandi, j'ai jamais apprécié les... J'ai toujours respecté, j'ai toujours donné la priorité aux actions ancrées sur le terrain. Voilà. Il n'y a que ça qui fonctionne. Moi, il n'y a que ça qui m'attire, etc. Qu'il y ait des intellectuels, des mouvements qui font du bruit, etc., c'est bien. Qu'il y ait des gens qui veulent représenter, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de lien entre le représentant et les représentés, c'est du bullshit. Et ça ne fait pas avancer. Et ce qui m'inspire là-dedans, j'ai regardé au Schomburg Center à Harlem, c'est le centre d'études et de recherche afro-américain. Et ceux qui vont à New York, allez visiter le Schomburg Center à Harlem. C'est vraiment un lieu extraordinaire. Donc ils ont beaucoup d'archives sur l'histoire afro-américaine, etc. Pourquoi ça me plaît? Et il y avait une expo sur les Black Panthers. Donc j'ai été voir l'expo, je vais voir toutes leurs expos, je vais voir plein d'expos. Et la pancarte qui m'a plu, et je terminerai avec ça, dans l'expo sur les Black Panthers, c'était les propos du directeur du FBI, Hoover, de l'époque. Et il dit, si on veut tuer les Black Panthers, c'est pas tuer les têtes, il faut briser leur programme de petit déjeuner gratuit. Chef de FBI, oui. Il faut tuer le lien au terrain. Il faut tuer le travail de base. Il faut tuer leur programme de soins gratuits, de solidarité. Et c'est ça, en fait. C'était ça la priorité. Il faut tuer le programme de petit déjeuner gratuit. Et tout l'ancrage qui fait qu'à la fois, ils se disaient représentants, ils théorisaient, etc. Ils pouvaient se permettre. Parce que sur le terrain, ils faisaient le travail. Ça sert à quoi de faire du bruit s'il n'y a aucun lien, si les représentés sont à distance et que ça devient juste des sujets parlés? Donc, il y a une hiérarchie dans le monde militant entre ceux qui affirment qu'ils sont liés à la population qu'ils prétendent défendre et ceux qui affirment et qui sont complètement déconnectés.
peuvent dire des choses intéressantes, faire bouger, faire animer le débat. Mais en termes de changement social, en termes de mouvement, de mobilisation, il n'y a pas du tout le même impact. J'ai pas fini, j'apprends là. Je suis prêt à lancer la fin. Franchement, rencontre époustouflante. On a appris des choses. Merci beaucoup Marwan d'être venu à Sarcelles. Je suis très content de venir. J'en ai voilà, le livre, je vais clôturer sur ça. Le livre est disponible. Voilà, 9,50 €. C'est ton combien de livre? Ça c'est le 5e. C'est le 5e livre. Bravo. Tu sais que tu n'étais pas un exemple, mais moi je peux dire que tu es un exemple de réussite en tant que sociologue. Voilà, comme tu viens d'avoir des exemples en banlieue, dans tous les domaines. Voilà, pour aussi mettre en avant, je pense. Et c'est ce qui va, je pense, aussi motiver certaines personnes, enfin les jeunes, aussi des quartiers, à se projeter. Parce que c'est important de se projeter, c'est ce qui est important. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez retrouver son livre voilà, à la fin, ici, le prendre. Merci de l'invitation, c'est vous qui faites le taf, c'est ça qui est essentiel. On a besoin de comme toi aussi. Parce que vraiment, quand on l'a contacté avec Turcan, il est aux États-Unis, et franchement, il a accepté dès le début, ça nous a touchés. Et avec l'intro que tu as faite, moi je l'ai bien entendu, on la repassera parce que moi j'étais touché par ce que tu as dit dès le début. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dates où il a été programmé, c'était hier à la Villeneuve-la-Garenne. Et aujourd'hui, ici, avec un bibliothèque, on voyage, vous voyez, bibliothèque, comme escalier. Et donc, merci beaucoup aussi à Pan African Story. Vous pourrez les retrouver sur Facebook et Instagram. Et on va partager les infos. Et aussi, vous pourrez retrouver aussi Marwan Mohamed sur sa page à suivre et ses livres à acheter. Aujourd'hui, on vend que le communautarisme. Et les autres sont trouvables sur Amazon. Essayez de regarder les libraires d'abord. Essayez de regarder les libraires, franchement. À l'échelle locale, des auteurs. Mais bien sûr, voilà. Et un autre truc aussi, j'en profite par rapport à cette phrase-là, parce que bibliothèque, ça sert aussi à ça. Quand il y a des auteurs qui concernent nos quartiers, qui concernent notre histoire, ou des auteurs que vous avez à bibliothèque et que vous allez chez votre libraire dans votre quartier et qu'il ne l'a pas, n'hésitez pas à le relancer, n'hésitez pas à y aller, à le demander. Parce que c'est pas seulement venir assister à une conférence, mais on est aussi un microcosme économique un petit peu pour les bons là. On a juste d'avoir un auteur qui a pas mal de livres, et on a aussi des auteurs qui venaient de démarrer, etc. N'hésitez pas, quand vous avez aimé, à les relancer les libraires. Parce que je pense qu'avec cette pression-là, moi je vous dis, la FNAC, à Paris Nord, ils en ont déjà parlé, ils essayent en tout cas le chef de...